Bonjour à tous et bienvenue dans ce Space Cake numéro 14 où nous allons parler des canaux de paiement, Payment Channel, notamment Lightning. Salut. Salut. Ouais, désolé pour le retard. J'étais en train de manger. Et je vois que vous avez déjà commencé du coup. Bon, fous des claquettes. Non, mais c'est très bien. Parce que justement, c'est important la notion historique de comment on en est arrivé là, quoi. Parce que c'était quand même pas évident au début. Même si l'idée est ancienne, comme tu dis. Ça ne l'est toujours pas évident. Ah non, clairement, mais c'est assez. Enfin là, je relisais le papier de Drija et je trouve ça par exemple très drôle que Drija il supposait qu'on avait Siga Sheni Prevout en fait depuis le début. Ah bon Et genre, je me rappelais plus ça quoi. Mais c'est vraiment pour lui, c'était impossible à faire sans du Siga Sheni Prevout en fait. Ah ouais? Ouais, C'est quand même 3 et toujours. on l'a toujours pas. Ouais, ouais. Donc je sais pas là, vous avez démarré l'enregistrement là pour le Space ou pas du coup? Je crois pas, non. Ok. Je l'ai démarré un poil en retard quand il a commencé à faire le historique, mais vous pouvez faire comme ça, puis j'enregistrerai l'intro à part aussi. Ok. Ouais, donc bon, t'as déjà dit énormément de choses, mais c'est cool. Bah, enfin, là, aujourd'hui, enfin, évidemment, vu la complexité du sujet, ce sera pas fait en un seul Space Cake, évidemment. Donc là, celui d'aujourd'hui, c'est Payment Channel. Donc en fait, l'objectif, c'est de regarder un élément de ce qui fait le Lightning Network aujourd'hui, et donc c'est la notion de canaux, la notion de canal de paiement. Et je vais pas beaucoup discuter des aspects liés au routage de paiement aujourd'hui parce que bah, c'est un sujet en lui-même. Et c'est encore plus compliqué. Donc déjà, il faut déjà comprendre un peu que le concept, un peu creuser le concept de canal de paiement. Et puis après, je pense que dans un prochain Space Cake, on fera un Space Cake sur le routage des paiements, faire interfacer tout ça, quoi, tous les canaux de paiement ensemble et créer le réseau, justement. Donc là, on ne parle pas du réseau, on va parler uniquement d'un morceau du réseau, en fait, des arêtes du réseau. Et donc, comme tu disais, l'idée d'utiliser des canaux de paiement, comme tu disais, Sosten, c'est une très vieille idée. Et moi, je vais reprendre un peu cette approche, de commencer par un peu une approche un peu haut niveau. Quelle est l'idée générale du canal de paiement? Et puis après, on va aller dans les détails. Alors, moi, Ouais, je sais déjà rien que le terme de. voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je pense que dans le cas du Lightning Network, c'est un bon mot, mais effectivement, ça peut restreindre le champ des possibilités qu'on aurait pu imaginer. En fait, moi, je trouve un meilleur nom, ce serait quelque chose comme Covenant Multiparty, quoi, un truc de ce Euh, type-là. ok, Mais je suis pas sûr finalement. C'est peut-être voilà, pas mais mal bon, en fait. le problème, c'est qu'on maîtrise très mal la notion de covenant sur Bitcoin encore à l'heure actuelle, donc parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais pour moi, les canaux de paiement, c'est un exemple de covenant sur Bitcoin qui est partagé entre plusieurs parties. Donc un C'est UTXO, ça. ça, on va rester qui normalement Voilà. est pas. Bah, c'est pas faisable de manière. Enfin, il y a une façon de le faire, c'est d'utiliser des transactions pré-signées et de jeter les clés privées. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe dans Lightning. Il y a des transactions pré-signées, mais on jette pas les clés, quoi, puisqu'on va vouloir les réutiliser. Ouais, alors on peut dire c'est de par le fond du C'est ça. TXO C'est ça. Ouais. et Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de Covenant, on parle beaucoup d'effectivement mettre des scripts pour contraindre la dépense de l'UTXO. Mais voilà, d'une certaine façon, les transactions pré-signées, c'est une manière de faire des covenants sans utiliser d'opcode, mais c'est bon, effectivement, c'est beaucoup moins pratique et c'est beaucoup plus dur à gérer. Les gens de Révolte pourront en témoigner. Voilà, d'une certaine façon, pour moi, Lightning, c'est une sorte de covenant, sauf que bah, c'est un covenant dans un multisig, en fait. Voilà. Bon, donc moi, sur une approche un peu haut niveau, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre exactement avec le canal de paiement? Bah, le principal problème qu'on a sur Bitcoin, c'est que quand on fait un paiement, celui qui doit recevoir le paiement a besoin d'une confirmation des mineurs pour pouvoir commencer à accepter l'idée qu'il a bien reçu son argent. Ouais, donc, on pourrait évidemment prendre la fameuse situation de on veut payer son petit café en Bitcoin, donc on fait une transaction on-chain, et en fait, soit le vendeur il fait confiance au zéro conf, donc à des transactions qui ne sont pas de confirmation. Et dans ce cas-là, on a notre café et on s'en va. Soit on attend au moins une confirmation. Et dans ce cas-là, on attend
au minimum, enfin en moyenne 10 minutes. Et si on a mal réglé les frais, ça va être plus que 10 minutes. Donc évidemment, c'est compliqué. Euh, et donc, on aimerait trouver une solution pour pas avoir à attendre de confirmation. Et donc, il se pose une question toute simple. Existe-t-il des transactions Bitcoin pour lesquelles on n'a pas besoin d'attendre de confirmation? Et il y a des transactions que vous faites assez souvent, en général, quand vous utilisez Bitcoin, pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'attendre de confirmation. En fait, c'est les transactions de consolidation, par exemple, quand on consolide ses propres UTXO, on n'a pas besoin de mettre, on le fait ça avec les frais minimaux parce que on n'a pas besoin de se faire confiance sur le fait qu'on ne va pas nous-mêmes double dépenser la transaction. Ou que si on le fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Donc, il n'y a pas de risque à ne pas vérifier que notre consolidation, elle a bien été confirmée rapidement. Donc, en général, on met des frais très bas parce qu'on n'a pas besoin d'attendre des confirmations. Et donc, en fait, pourquoi on n'a pas besoin d'attendre des confirmations? Parce que la seule personne, enfin, pour pouvoir créer une autre transaction qui double dépenserait, il y a besoin de notre signature pour faire double dépenser notre transaction de consolidation. Et donc, ça, c'est l'approche du canal de paiement, c'est de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos fonds dans un multisig partagé entre celui qui paye et celui qui reçoit. Et lorsque l'on va vouloir redistribuer les fonds pour faire le paiement, eh bien, on n'aura pas besoin d'attendre, le receveur n'aura pas besoin d'attendre une confirmation de cette transaction qui redistribue les fonds depuis ce compte commun qu'est le multisig to up to, parce que sa signature est nécessaire pour faire la dépense. Donc, on ne peut pas double dépenser puisque on a besoin de la signature de l'autre personne pour le faire. Et donc, effectivement, donc ça, on appelle ça un canal de paiement, mais en fait, c'est un sorte de compte joint dans lequel on peut se payer l'un l'autre sans avoir à attendre de confirmation. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que si on dit juste ça, on ne peut faire des paiements que dans un seul sens. Et donc, effectivement, les premiers canaux de paiement, les premiers concepts, ils ont toujours été euh, unidirectionnels, puisque on doit redistribuer les fonds de façon à ce que personne ne soit incité à redistribuer les fonds différemment de la dernière fois qu'on s'est accordé sur comment redistribuer les fonds. Donc l'idée, c'était de dire, par exemple, si j'ai un Bitcoin et que je sais que je vais régulièrement prendre des cafés chez quelqu'un, j'ouvre un canal de paiement avec ce Bitcoin, avec, euh, ça peut être un barman, enfin voilà, enfin, la personne, le vendeur. Et puis, si le café coûte 0,1 Bitcoin, je lui envoie 0,1 Bitcoin en lui signant une transaction qui dépense depuis le compte multisig le Bitcoin de façon à me redonner 0,9 Bitcoin et donner 0,1 Bitcoin à celui qui m'a vendu son café. Et cette personne, elle n'a pas besoin d'avoir de confirmation de cette transaction. Cette personne, elle n'a pas besoin de confirmation, donc elle n'a pas besoin de broadcaster cette transaction et donc elle peut la garder. Et donc, si j'achète un autre café plus tard, je peux simplement lui signer une nouvelle transaction dans laquelle, à la place de recevoir 0,1, il reçoit maintenant 0,2 et moi 0,8 et ainsi de suite. Mais on voit que ça ne marche que dans un seul sens, puisque si jamais euh, la personne qui tient le café devait me rembourser un café, maintenant que je lui ai donné une transaction signée qui lui donne un peu plus de fonds, eh bien, il est tout incité à broadcaster cette transaction à la place de broadcaster une autre transaction qui me renverrait des fonds à moi pour me rembourser. Et donc, tous les canaux, le modèle d'incentive des canaux et d'incitation de ces canaux était toujours unidirectionnel. On ne pouvait pas faire en sorte, de manière safe, de le faire dans l'autre sens. Et on voit en fait que l'idée de cette idée-là de faire un canal de paiement, ça a souvent été rapproché avec ce qu'on appelle les bar tabs, ou en gros les notes de bar. C'est quand on prend quelque chose au bar, on ne paye pas tout de suite. En général, il y avait une période où on mettait ça sur la note, comme on dit, et on payait tout à la fin. Et en gros, là, l'idée, c'est qu'effectivement, la comptabilité des paiements, elle était déportée sur un accord tacite entre moi et le barman sur le moment. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que dans le papier sur le Lightning Network, vraiment l'idée, c'est de dire, bon, dans Bitcoin, on a besoin de confirmation parce que tout le monde doit être au courant de toutes les transactions, justement pour éviter la double dépense. Et en fait, les canaux de paiement, c'est un concept pour faire en sorte que plutôt que d'avoir un registre global et mondial sur tous ceux qui ont un nœud Bitcoin, on va plutôt gérer nous-mêmes un registre local. Et cette idée de faire des multisigs, c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement créer des registres locaux dans lesquels on va s'arranger entre nous sur les transactions sur lesquelles on est d'accord, et après settle on-chain. Et donc évidemment, il y avait plein d'obstacles à faire ça correctement. En fait, même le modèle de canal
unidirectionnel que j'ai décrit précédemment, il est même pas safe d'utilisation puisque tout comme le Lightning Network aujourd'hui, il peut être attaqué via la malléabilité des transactions. Donc l'idée, la chose qui rend très difficile, qui a rendu indispensable le fait d'avoir une protection contre la malléabilité des transactions, c'est que si lorsqu'on va créer une transaction pour payer quelqu'un pour faire un canal de paiement, eh bien, il faut qu'on soit sûr de pouvoir récupérer nos fonds. Et donc, on va demander à notre contrepartie de signer une transaction qui va nous permettre de récupérer nos fonds si on est la personne qui ouvre le canal de paiement. Et le problème, c'est que donc on va demander les signatures de cette transaction qui dépense les fonds du canal de paiement, qu'on appelle la commitment transaction. On lui demande de la signer et ensuite on va nous broadcaster la transaction de funding qui va créer le canal de paiement, donc mettre de l'argent sur une UTXO qui sera contrôlée par un multisig 2 of 2. Et le problème, c'est que notre contrepartie peut prendre notre transaction de funding, peut faire de la malléabilité dessus, donc modifier la signature ou les scripts de dépenses si c'est possible, et donc changer en fait la partie script sig de cette transaction, puisque c'est ça qui peut être modifié tant que la transaction n'est pas confirmée. Et en faisant cela, il va modifier l'identifiant de la transaction. Et comme on avait dit dans le Spacecake précédent sur SegWit, comme on utilise ces identifiants et qu'ils dépendent du script SIG, eh bien, en modifiant l'identifiant et qui sert de référence lorsqu'on va vouloir broadcaster notre transaction, notre commitment transaction, eh bien, comme cette référence n'est plus la même, eh bien, la commitment transaction qu'il nous avait signée n'est plus valide. Elle ne dépense plus une UTXO qui existe puisque le nom de notre UTXO est changé parce qu'on a modifié la transaction avant qu'elle soit confirmée. Et donc, si cette transaction concurrente qui a été produite par notre contrepartie venait à être confirmée à la place de la nôtre, eh bien, les fonds seraient bloqués dans un multisig 2 of 2 et donc notre contrepartie pourrait nous, nous faire du chantage, nous retenir les fonds et nous demander une rançon si on veut les récupérer. Donc évidemment, c'est inenvisageable d'avoir ce genre de choses. Et donc, cette attaque, elle est aussi présente sur le concept de canal unidirectionnel quelque part. Et donc nous, on a eu la chance de faire une soft fork qui s'appelle SegWit pour résoudre le problème de cette malléabilité de la transaction. Et donc c'est pour ça que quand on veut ouvrir un canal de paiement, quel qu'il soit, il faut le faire avec des adresses qui sont SegWit. Il y a quand même une chose qui est dite dans l'article sur le Lightning Network de Drija, c'est qu'on aurait pu utiliser, si on l'avait faite, la soft fork Sigash AnyPrevout qui sert à faire L2. On aurait pu l'utiliser non pas pour faire le système L2, puisque c'est pas ce que proposait Drija lorsqu'il a proposé le Lightning Network, mais au moins faire des canaux qui fonctionnent indépendamment de la malléabilité des transactions. Alors pourquoi? Parce que Sigash AnyPrevout, c'est un flag de signature, donc c'est une manière de signer qu'on signale au réseau, et dans lequel on va dire, eh bien moi, ma signature, elle n'est pas valide que pour l'UTXO que j'ai signé, elle est valide pour n'importe quel UTXO qui aurait besoin du même script de dépense que celui que j'ai réussi à satisfaire, qui utilise le même type d'adresse, là, exactement la même adresse. Et donc en faisant ça, on résout le problème que posait la malléabilité des transactions, en tout cas en termes protocolaires sur ce qu'est un canal de paiement. Et donc là, ce serait plus un problème que effectivement l'identifiant de la transaction funding a été modifié, puisque de toute façon, il n'importait pas, il comptait pas, il était pas considéré lorsqu'on faisait la signature. Voilà, donc pour rappel, c'est pour ça qu'on avait absolument besoin de SegWit à l'heure actuelle, où on aurait eu besoin de Sigash AnyPrevout. Mais voilà, SegWit c'était déjà prêt, Sigash AnyPrevout c'était pas encore prêt à l'époque. Donc on a fait d'abord via SegWit et on a ignoré les avertissements qui étaient sur le fait qu'il aurait mieux fallu avoir du Sigash AnyPrevout. Donc le concept de canal bidirectionnel, moi je ne sais pas exactement quels ont été les premiers canaux bidirectionnels. Donc tu parlais de Christian Decker, Sosten, moi j'ai pas vu de trucs là-dessus. J'avais vu des considérations par contre sur le fait que même avec des canaux unidirectionnels, si on créait un réseau de paiement derrière, il y avait moyen quand même de s'arranger pour faire un système où on reçoit via un autre canal de paiement en routant les paiements les uns à la suite des autres.
Mais moi, je sais pas si tu as plus de détails sur le modèle de canal de Decker, mais je pense que c'est ceux de Pundrija qui ont vraiment lancé le truc, quoi. Donc, je sais pas si tu as plus à dire. Ouais, alors Bah, il moi y j'ai avait, jamais ça. ok, en fait, c'était ZMNSCP, là, le dev avec un nom bizarre. Il avait fait des posts, je sais plus si c'était dans les mailing lists ou des choses comme ça, mais il avait fait des posts en genre 2016 ou un truc comme ça, où il disait qu'en fait, si tu organisais la liquidité en triangle, donc que tu organisais, en gros, tu as ABC, tu fais en sorte que un groupe de personnes ABC, il y ait A qui ouvre vers B, que B ouvre vers C, que C ouvre vers A. Et bien du coup, il appelait ça, je sais plus comment il appelait ça, des cycles ou des super cycles. Ça me fait marrer d'ailleurs parce que ça fait penser au truc, mais bon, il faisait penser à des cycles comme ça. Et il dit, bah voilà, là, A peut payer B, mais B peut aussi payer A en utilisant le canal entre B et C A. Donc il avait fait des discussions de ce type-là, où rien qu'avec des canaux unidirectionnels, déjà, on pourrait faire pas mal de choses si on les connectait entre eux. Mais après, bon voilà, c'était des considérations théoriques qu'il avait. Moi, j'ai rien vu sur les canaux bidirectionnels avant ceux de Pundrija. Alors je Ah oui, sais à à Pundrija. Lightning, Ouais. Je vois Lightning, 2015 moi sur Google Scholar. Donc c'est d'accord, la même année. ben Il parle déjà de Hashtime Log Contract dedans. Donc je pense que ça a inspiré Drija quand même. Bon, ouais, ou alors c'était mentionné ouais. alors. Et il y Bref, avait non, l'idée du routage. en Ouais. tout cas, Ouais. Ok. Donc ça reste du même acabit globalement, mais je sais pas du tout par contre s'il y a un mécanisme de révocation comme dans Pundrija. Enfin bref. Donc les canaux qu'on utilise aujourd'hui, donc on les appelle les canaux de Pundrija parce que c'est Drija et Pun, donc Joseph Pun, je crois, et Drija qui les ont créés, qui les ont proposés dans un papier en 2015 donc aussi, qui s'appelait The Bitcoin Lightning Network, c'est Off-Chain Payment ou un truc comme ça. Enfin voilà, un nom bien qu'on retrouve assez facilement. Et donc Drija, il avait parlé à Surfing Bitcoin et j'avais beaucoup aimé sa présentation parce que justement, il a essayé de dire un petit peu qu'est-ce qui lui a donné l'idée, quelle est l'idée sur laquelle lui, il a vraiment trouvé quelque chose qui a été utile pour créer le Lightning Network. Et donc, en fait, si vous regardez la vidéo, si vous re-regardez sa conférence sur le YouTube de Surfing Bitcoin, vous pourrez l'entendre dire à un moment que, en fait, l'idée qu'il avait en tête, c'était de dire, bon, euh, il y aurait, il se posait lui aussi la question de comment on ferait pour faire des paiements sans avoir besoin de confirmation. Et il avait trouvé une manière simple de le faire, quelque part, c'était de dire, bah, il suffit que je donne ma clé privée à la personne que je veux payer. Donc, mettons que j'ai 0,1 Bitcoin dans une UTXO. Si je donne la clé privée de cette UTXO à la personne que je veux payer, eh ben c'est bon, elle est payée, non? Elle n'a pas besoin de confirmation, elle a la clé privée. Et évidemment, il sait bien, et on sait que c'est pas une bonne façon de faire, parce que oui, il n'y a pas besoin d'attente de confirmation. Le problème, c'est que en fait, j'ai pas vraiment payé la personne, puisque moi, je connais toujours la clé privée. Même si je l'ai donnée et partagée à une autre personne, là, on se retrouve juste dans une course à qui bougera les fonds le premier afin d'être vraiment payé, quoi. C'est-à-dire que même si j'ai donné la clé privée à quelqu'un, moi, je peux encore bouger les fonds et bouger dans une autre UTXO, et donc la personne n'est en fait pas payée. Et inversement, l'autre personne, si elle veut être sûre d'être payée, il faut qu'elle fasse une transaction avec l'UTXO dont je lui ai révélé la clé privée pour qu'il puisse la déplacer dans une autre UTXO pour laquelle il y a vraiment que sa clé privée que lui connaît qui peut la dépenser. Donc évidemment, c'est pas une bonne façon de faire. Mais quelque part, ce qu'il dit dans sa conférence à Surfing Bitcoin, Drija, c'est que il aimait bien l'idée. Donc évidemment, vous connaissez tous les Open Dime peut-être, enfin les Open Dime de CoinKit. C'est une manière de faire euh, une transaction de cette façon-là, exactement, mais safe, c'est-à-dire de la bonne façon. C'est-à-dire dans l'Open Dime, c'est pas un hardware wallet, mais c'est un genre de hardware wallet quand même, quoi, euh, qui peut contenir des bitcoins, donc, mais pour lequel vous ne connaîtrez, si le OpenDime est scellé, on ne peut pas en connaître la clé privée à l'intérieur. Donc, le OpenDime, c'est une façon de payer les gens. On met 0,1 bitcoin dans une adresse qui est générée par le OpenDime. Le OpenDime, il est physiquement scellé. Pour pouvoir enlever le sceau du OpenDime, il faut physiquement dégrader le OpenDime. Il faut rentrer une aiguille dans un trou qui va soulever une résistance et le OpenDime, il ne va pas clignoter pareil. Et si vous faites ça, alors vous pouvez lire la clé privée du OpenDime.
Et donc, quand vous voulez faire un paiement à quelqu'un sans faire de transaction Bitcoin, bah, vous avez mis l'argent que vous voulez lui donner, vous l'avez mis sur l'adresse dans le OpenDime. Donc, mettons que je sais pas, je dois payer, je veux acheter une voiture et je mets un Bitcoin dans un OpenDime pour payer la voiture, c'est le prix sur lequel on s'accorde. Eh bien, il suffit qu'une fois que j'ai chargé le OpenDime, je donne le OpenDime à la personne que je veux payer. Cette personne peut ensuite vérifier que le OpenDime il est bien scellé, qui contient bien la bonne adresse avec l'argent sur la blockchain pour le paiement. Et voilà, la personne est payée. Elle peut continuer, soit elle peut casser le sceau du OpenDime pour déplacer les fonds vers d'autres adresses, soit elle peut continuer de mettre de l'argent dans l'OpenDime si elle veut payer quelqu'un d'autre avec plus tard. Mais voilà, donc l'idée, cette idée qui est pas safe de donner sa clé privée, il est possible de le faire de façon safe si on prend du matériel. Évidemment, le problème du OpenDime, c'est que c'est pas comme du papier qu'on utilise pour le fiat. Ça coûte assez cher à produire. Il y a des composants et une fois qu'il a été utilisé, il n'est plus, une fois qu'il a été que le sceau a été retiré, il n'est plus utilisable. Euh, et donc, il faut s'arranger autrement. Et en fait, Drija, l'idée qu'il a eue, c'est pas d'utiliser ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire donner sa clé privée pour payer des gens, mais c'est donner sa clé privée pour potentiellement punir les gens dans le futur. Donc, je pense que là, ça va être, on va commencer à taper un peu dans le dur, dans le technique. Donc, en gros, avant de commencer, je pense quand même que c'est intéressant de vous parler d'une vidéo d'un gars que j'ai trouvé sur YouTube qui s'appelle Curious Inventor. Donc, quand vous pouvez, on va pas évidemment, on va pas la regarder maintenant, mais si vous avez du mal à comprendre, vous écoutez ce qu'on raconte, et puis si vous voulez voir un peu plus avec des images, des illustrations, ce qui se passe, vous avez cette vidéo de Curious Inventor sur l'explication du Lightning Network. Donc, c'est Curious Inventor, tout attaché, inventeur curieux en anglais, mais tout attaché, sur YouTube. Et vous avez un deep dive technique sur le Lightning Network, et vous avez aussi une vidéo un peu plus courte pour expliquer les grandes idées, pour expliquer comment fonctionne le mécanisme qui permet de punir les gens s'ils trichent dans Lightning. Donc on va faire déjà une approche un peu haut niveau de comment ça fonctionne, et puis après je vais aller dans le détail. Mais voilà, rappelez-vous que si vous n'avez pas compris, il existe une vidéo animée pour un peu mieux comprendre comment ça se passe sur la chaîne de Curious Inventor. Donc, l'explication haut niveau, c'est que si on veut un canal bidirectionnel, au fond, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est de rendre invalides les transactions, enfin de pouvoir punir les personnes qui éventuellement broadcasteraient les transactions précédentes. C'est-à-dire, au fond, donc, comme je disais, un canal de paiement, c'est un registre local. C'est-à-dire que c'est un registre de transactions, mais qui ne concerne que deux personnes, et on est exactement les deux personnes à gérer ce registre, ce qui fait que c'est non custodial et qu'on est souverain sur nos fonds en permanence sur ce registre. Et le fait qu'on ait notre propre registre a fait on peut changer les balances du registre et ensuite on peut, là où ça devient compliqué, c'est que le seul registre qui soit reconnu par tout le monde, c'est pas notre registre local, c'est le registre Bitcoin qui est global. Or, on vient de dire que le problème, c'est que si on ne veut pas attendre pour des confirmations et si on veut pouvoir faire beaucoup de transactions, ce serait bien de ne pas avoir à mettre toutes ces transactions sur le registre global. Donc, on va les mettre dans un registre local. Et donc, il faut s'assurer d'un moyen de faire en sorte que on puisse quelque part prouver que la manière qu'on a de faire les comptes à la fin, quand on décide de fermer notre registre, elle soit cohérente avec ce qu'on va déclarer sur le registre global qu'est la blockchain Bitcoin. Donc, cette déclaration qu'on va faire au registre global, c'est le moment où on ferme le canal, donc on diffuse une transaction qui dépense l'argent de notre canal de paiement. Et donc, il faut qu'on soit capable de dire, bien l'état sur lequel on est d'accord, eh bien, on va pouvoir de manière unilatérale le faire passer on-chain. Mais par contre, si jamais on prend si jamais il s'avère que sur la blockchain on trouve un état sur lequel on n'est pas d'accord, c'est-à-dire la manière qu'on a de dépenser l'argent dans le canal, en fait, c'est pas la manière qu'on avait choisi c'est pas le dernier état sur lequel on s'était mis d'accord. Et bien là, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ça se passe mal pour celui qui a diffusé, qui a réglé les comptes du canal de cette façon-là.
Et donc, l'idée que Drija a eue, c'est d'utiliser le fait que on peut faire ces punitions en donnant sa clé privée. Donc, ça utilise, en gros, ça utilise plusieurs soft forks. Ça utilise Check Sequence Verify qui a été faite en 2016. Dans l'implémentation actuelle, on utilise Segwit, mais on voit aussi que au départ, Drija l'avait imaginé avec la soft fork qui aurait donné naissance à L2 si elle était passée, mais pour l'instant, elle n'est pas passée, donc c'est SIGA Shiny Prevout. Et on utilise des adresses qui ressemblent beaucoup à du pay to script hash, mais qui sont en fait, dans le cas de Segwit, c'est du pay to witness script hash, mais on utilise aussi ce mécanisme pour avoir des scripts qui soient compacts et pas trop gros, pour les multisites et aussi pour les OP check sequence verify. Et donc, bon, alors, si vous regardez le papier sur le Lightning Network, c'est assez long et fastidieux parce ils décrivent un peu toutes les étapes intermédiaires qui leur font arriver au résultat final. Et en gros, il y a un concept qui s'appelle les RSMC. Donc, c'est les Revocable Sequence Maturity Contract, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est l'idée que on va, quand on va diffuser on va bloquer les fonds en fait du canal. Quand on va les dépenser, on va les bloquer dans une adresse qui soit nous demande d'attendre pour récupérer nos fonds, soit peut-être dépenser avec une clé privée qui est en fait une clé privée qu'on aura donnée à notre contrepartie si on a fait d'autres transactions. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand on va faire des transactions dans notre canal de paiement, il va y avoir une étape qu'on appelle le revoke and hack, où on va révoquer une transaction qu'on a signée précédemment en donnant la clé privée qui permet de dépenser les fonds avant nous. Et donc, c'est comme ça que la contrepartie va pouvoir être sûr qu'on a bien payé, qu'on ne va pas revenir à l'étape précédente, qu'on ne va pas oublier son paiement, parce que tous les fonds qu'on a dans le canal, si on diffuse notre transaction, la transaction qu'on lui a envoyée, si on diffuse des transactions précédentes, eh bien, on va potentiellement perdre nos fonds s'il arrive à répondre pendant le temps de réponse qu'il a disponible. Donc, ce qu'on appelle ce fameux truc qu'on appelle le RSMC. Donc, c'est comme ça qu'ils en parlent dans le papier. Moi, je trouve ça pas forcément facile à expliquer. Le papier est assez dur à lire et puis il y a surtout beaucoup de schémas avec beaucoup de choses, donc c'est assez difficile. C'est pour ça que je vous recommande vraiment la vidéo de la chaîne YouTube, là, Curious Inventor, pour comprendre ce qui se passe. Ouais, d'ailleurs, Hand Lightning, ça a Clairement. été parti. Ouais. Je Ok. crois qu'il y avait, je suis pas sûr, du mal. Je veux dire, quand Non, certains passages. ouais, Donc, c'est vraiment pas c'est facile. vraiment pas la bonne porte d'entrée parce qu'on Non, pourrait se dire, ah, bah, un départ, mais en non, vraiment, c'est pas la vidéo dont je parle. Enfin, toi, tu l'as regardé sûrement, Sosten, parce que je t'en ai déjà parlé, mais bah ouais, elle est cette- très très bien. Très très bien. voilà. Il mieux regarder ça. Donc voilà, regardez cette vidéo, ça va être tellement plus simple parce que c'est animé, parce que là, faut s'imaginer que tous les cas possibles doivent être représentés dans le papier. On va retrouver des graphiques avec tous les cas possibles en fonction de si c'est Alice ou Bob qui a diffusé sa transaction, donc sa transaction intermédiaire, en fonction de si Alice a triché ou pas, en fonction de, enfin, voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Donc je recommande fortement cette vidéo pour essayer de comprendre. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est que on va faire en sorte que nos transactions, c'est pour récupérer l'argent dans le canal, soit on attend, soit l'autre partie peut le récupérer si, en fait, on lui avait donné la clé privée associée à cette nouvelle sortie. Et donc, c'est comme ça que on a fait. C'est pour ça que je parlais beaucoup de cette conférence de Drija à Surfin où il disait que, en fait, l'idée, lui, qu'il a apportée, c'est cette idée de donner la clé privée. Dès qu'on va punir la partie à diffuser un état du canal qui n'est pas le dernier sur lequel on s'est accordé, on va le punir grâce au fait qu'il a donné sa clé privée. Voilà. Et comme on va ajouter, et en fait, si on reprend l'exemple que j'avais donné, enfin la situation que j'avais décrite au début, si je veux payer quelqu'un en donnant ma clé privée, le problème, c'est que cette personne n'a pas la garantie que moi, je ne vais pas bouger les fonds après, puisque j'ai toujours la clé privée. Et dans le cas des RSMC, donc de, cette, de ce fonctionnement des canaux de Pundrija, c'est pas un problème que ma contrepartie connaisse la clé privée qui me permettrait de récupérer tous ces fonds. C'est pas un problème parce que à côté de ça, il est contraint d'attendre. Il est contraint d'attendre avant de pouvoir renvoyer les fonds vers lui parce que soit il attend, soit c'est sa contrepartie qui peut récupérer les fonds.
Donc le fait de connaître la clé privée qu'on a partagée à l'autre personne n'apporte rien. Et donc ça, c'est un point qui est très important, c'est que dans les canaux de Pundrija, il y a une asymétrie. C'est-à-dire que la transaction, quand on a un canal de paiement dans un certain état, la transaction qui nous permettrait de fermer unilatéralement le canal est différente selon la personne qu'on est. C'est-à-dire que si on prend un canal de paiement entre Alice et Bob, Alice a une transaction qui permet à Bob de récupérer ses fonds immédiatement, et pour ses fonds à elle, elle doit attendre, ou alors Bob peut récupérer ses fonds s'il connaît la clé privée, que Alice lui aurait divulgué s'ils avaient fait d'autres transactions par la suite. Et inversement, et pas symétriquement, hein, inversement, Bob, lui, il a une transaction qui renvoie tous les fonds d'Alice vers Alice immédiatement, et pour lui doit attendre avant de pouvoir récupérer ses fonds, ou Alice peut récupérer tous ses fonds si Bob avait en fait diffusé une transaction pour laquelle il avait donné la clé privée associée à cette seconde, associée à ses fonds, parce qu'on avait fait d'autres transactions par la suite. Donc, j'insiste sur le inversement, c'est-à-dire que les situations sont renversées. C'est-à-dire, quand Alice possède une transaction où c'est Alice qui doit attendre avant de pouvoir récupérer ses fonds, Bob, il a une transaction où c'est Bob qui doit attendre avant de récupérer ses fonds. Dans L2, j'avais beaucoup insisté sur le fait que dans L2, il y a une symétrie des transactions. C'est-à-dire qu'en fait, dans les canaux de type L2, tout le monde conserve les mêmes transactions. Là, c'est pas le cas. Alice a une transaction qui renvoie ses fonds, qui renvoie les fonds à Bob immédiatement, et Bob, inversement, a une transaction qui renvoie à Alice ses fonds directement. Donc, il n'y a pas symétrie. C'est inversé, mais c'est pas la même transaction. Et donc voilà. Donc après, le fait qu'il y ait cette attente pour la personne qui voudrait récupérer ses fonds fait qu'il n'y a pas de problème à ce que la clé privée qui serait associée à des états du canal qui ont expiré, donc qu'elle a été partagée, eh bien, c'est pas un problème parce que l'un doit attendre et pas l'autre pour pouvoir récupérer les fonds. Voilà. Donc, sur le principe, d'un point de vue, sur le principe, c'est simple, mais là maintenant, la question, c'est comment on va générer ces genres de clés privées à usage unique qu'on utilise à chaque fois qu'on fait une transaction dans Lightning. Parce que naïvement, on pourrait se dire, bah, à chaque fois que je veux faire une transaction Lightning, enfin une transaction dans mon canal de paiement, je me rappelle de la clé privée que j'avais utilisée pour la dernière transaction sur laquelle on s'est mis d'accord pour la répartition des fonds du canal. Je la partage à ma contrepartie et je lui propose une nouvelle transaction où je tire aléatoirement une nouvelle clé privée que j'utilise pour pouvoir révoquer potentiellement la nouvelle transaction que je suis en train de créer pour pouvoir continuer à faire des transactions avec ma contrepartie. Et donc en fait, si on faisait ça, il faudrait que tout le monde, enfin que ma contrepartie conserve autant de clés privées à usage unique qu'on a eu de transactions sur le canal de paiement. Donc je sais pas, mettons par exemple que dans un canal de paiement, il y a eu 1000 transactions, eh bien les deux contreparties ensemble, elles doivent conserver 1000 clés privées jusqu'à ce que le canal de paiement il soit fermé. Donc évidemment, on parlait tout à l'heure de dire on voudrait avoir aussi plus de transactions. Et donc évidemment, là, on se dit, bah zut, on est en train de devoir conserver plein de clés privées en fonction du nombre de transactions qu'il y a eu. Donc en fait, on se retrouve à être limité par combien de stockage qui a le moins de stockage entre les deux. Et au bout d'un moment, il faudra arrêter de faire des paiements parce que bah, il n'y a plus de stockage. Donc il faut fermer le canal. Et en fait, il y a une solution on n'en parle pas souvent, mais qui n'est pas dans le papier du coup du Lightning Network, mais qui a été proposé après. En fait, ça a été suggéré dans le papier du Lightning Network, mais ça a été spécifié plus tard. C'est ce qu'on appelle la SHA-chain. En fait, les clés privées, ça va être des hashes qui vont être construites d'une certaine façon pour faire en sorte qu'on n'ait pas à conserver la totalité des hashes, donc c'est-à-dire la totalité des clés privées qu'on a utilisées, des clés privées à usage unique qu'on aurait utilisées dans le canal de paiement. Et donc, bon, pour retrouver du détail là-dessus, il faut aller regarder le Bolt 3. Donc, Bolt, c'est l'équivalent des BIP, mais pour Lightning, donc les spécifications. Et donc, le Bolt 3, la dernière partie avant les appendices, décrit comment sont produites ces clés à usage unique, ces clés privées à usage unique. Donc, déjà, il y a des choses qui sont faites pour que cette clé privée ne puisse être construite que si la transaction se retrouve effectivement on-chain. En fait, il y a besoin des deux parties pour pouvoir créer cette clé privée, mais c'est fait de façon à ce que si une partie diffuse une transaction
on-chain qui n'est pas la dernière, alors l'autre partie va pouvoir trouver la clé privée qui correspond. Donc il y a déjà un système de construction pour faire en sorte que cette clé privée, une watchtower ne puisse pas savoir, ne puisse pas identifier des informations sur qui ça concerne potentiellement. Donc ces clés privées, elles sont déduites avec l'ensemble des deux parties pour des raisons de privacy, je crois. Je n'ai pas exactement la raison, mais a priori, c'est pour une compatibilité avec les watchtowers, qui a un système comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la chaîne qui permet de générer toutes les clés qui vont être utilisées par une des contreparties, puis mélangées à celle de l'autre. Et donc, dans le Bolt 3, il y a ce détail qui est donné à la fin. Alors bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir décrire ça, c'est assez intéressant, mais globalement, il faut s'imaginer un arbre de Merkle, mais à l'envers. Donc, c'est-à-dire que dans un arbre de Merkle, en général, on l'utilise parce qu'on a des feuilles qui sont les éléments qui nous intéressent. Et puis on fait des hashes, donc on prend le hash des éléments, puis on les concatène, donc c'est-à-dire on les met les uns à la suite des autres, et puis on re-hash le résultat, et ça nous fait des hashes de hash, et puis ensuite on refait des branches, un arbre comme ça pour remonter jusqu'à obtenir un hash unique pour tout un ensemble d'éléments qu'on avait considérés. Ben là on va faire l'inverse en fait, on va faire quelque chose qui est un petit peu l'inverse, pas exactement mais presque. C'est en gros on va essayer de faire en sorte qu'à partir d'une seed, on puisse déduire tout un ensemble, toute une séquence d'éléments qu'on peut utiliser comme clé privée à usage unique, entre guillemets. Et donc, le système, il est fait, donc enfin, pour essayer d'expliquer un peu, on pourrait se dire que le nombre de transactions dans un canal de paiement Lightning, il est illimité. On peut faire autant de transactions qu'on veut entre deux paires qui sont connectées par un canal de paiement. En fait, parce qu'on veut un système qui soit facile à gérer en termes de stockage, en fait, non, il y a une limite protocolaire à 2 puissance 48 moins 1 paiement. Voilà, donc on peut faire 2 puissance 48 paiements à peu près dans un canal de Lightning aujourd'hui, avant qu'on soit obligé de fermer le canal. Voilà, donc il y a un nombre limite. Bon, 2 puissance 48, c'est immense, hein. Enfin, concrètement, enfin, on est sur. Enfin, c'est la raison pour laquelle c'est 48, c'est parce que en fait, on va générer toutes ces clés privées à partir d'une seed de 256 bits. Et ensuite, on va utiliser une partie de cette seed pour générer tous ces nouveaux éléments, avec, du coup, en les combinant avec ce qu'on appelle un index. Et cet index, on va le limiter à 48 bits. Et alors, je n'ai pas trouvé la raison précise de pourquoi 48, mais j'ai fait un petit calcul très simple en me disant, bon, s'il y a 48 bits qui sont utilisés en index, ça veut dire qu'il y a 256 moins 48, donc 208 bits qui ne sont pas utilisés pour créer ces sous-clés qu'on va utiliser, c'est genre de clés dérivées. Dans le papier sur le Lightning Network, il proposait de dériver les clés avec bit 32, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait. Là, c'est encore autre chose qu'on est en train de faire. Mais en gros, voilà, ça fait 208 bits qui sont disponibles, qui sont pas touchés dans l'histoire. Et si on prend 208 bits sur une clé privée, ça fait une signature qui a 104 bits de sécurité. Et on est à peu près de l'ordre des 110 bits de sécurité qui sont demandés pour que 112. ça reste à peu près safe. Donc je me suis dit que c'était ça. Ça correspond à ça. Qu'en gros, on se donne 2 puissance 48 transactions Lightning, parce que plus on s'autorise des transactions Lightning, plus on viendrait à rogner sur la sécurité de la signature. Donc on grogne, mais que jusqu'à 104 bits de sécurité de signature, en gros. Voilà. Donc comment ça marche maintenant si on veut partir dans les détails. Donc en gros, on va l'index. En gros, quand on regarde combien de transactions on a fait, avec le nombre de transactions qu'on a fait, on va pouvoir déduire quelle clé on doit utiliser pour les clés de révocation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire cet index comme un nombre en binaire, un nombre. Enfin, voilà, donc un nombre en binaire, c'est-à-dire si l'index c'est 7, c'est 1, 1, 1, du coup, le binaire de 7. Et on va faire une itération sur les bits de l'index écrit en binaire. Et donc, on va prendre une seed qu'on aura sauvegardée quelque part, hein. Quand on crée un canal de paiement, on lui assigne une seed. Et donc, cette seed, on va faire une boucle sur les octets, sur les bits de l'index, et on va dire si le bit de l'index est à 1, alors on va flipper en fait le bit de la seed en question, et on va changer la seed pour le hash du résultat. Voilà. Et ensuite, on va recommencer. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait ça sur un bit qui aura eu
qui a été mis à 1 dans l'index, on va continuer notre itération sur les bits de l'index, puis on va arriver à potentiellement un nouveau bit qui est égal à 1. Et là, on va reprendre la valeur actuelle, c'est-à-dire le hash de la seed sur laquelle on a flippé un bit, et on va reflipper un bit à cette nouvelle valeur qui correspond au bit sur lequel on est actuellement dans notre itération sur l'index, et on va reprendre le hash du résultat. Alors pourquoi on fait ça? En gros, ça permet de faire en sorte que une fois qu'on a passé une puissance de 2, on puisse, en fait, en fonction du nombre de puissances de 2 qu'on a passé, on puisse oublier, on n'ait pas besoin de retenir tous les index précédents. Et donc, dans un cas complètement... en gros, quand on arrive à 2 puissance 48, le résultat qu'on obtient, comme en fait, cette itération sur les bits, on l'a fait sur l'index, mais renversé. L'index, il est décroissant, en fait, on commence par 2 puissance 48, puis on descend, et puis à un moment, on arrive à 0. Et quand on arrive à 0, eh bien, cette opération que je décris pour générer la clé privée qu'on va utiliser à usage unique, eh bien, elle va simplement renvoyer la cible. Et donc, la dernière transaction qu'on va faire avec le canal de paiement, la toute dernière transaction qu'on peut faire quand on a atteint le maximum, c'est littéralement d'envoyer la cible qui nous a permis de générer toutes les clés privées qu'on a utilisées jusque-là. Et en fait, dans des cas plus intermédiaires, eh bien, on n'a pas à renvoyer toutes les informations. Encore une fois, on n'a pas à sauvegarder toutes les clés. On peut se contenter que d'en sauvegarder quelques-unes bien précises qui dépendent en fait globalement, elles sont distribuées en fonction des puissances de 2. En gros, ça permet de faire en sorte que pour la contrepartie, ça lui permet de faire en sorte de conserver que 49 valeurs de clés privées. Et avec 49 valeurs de clés privées, elle peut reconstruire toutes les clés privées qu'on va utiliser. Et du coup, quand on fait, évidemment, le problème, c'est qu'il faut s'assurer, il faut que la contrepartie s'assure qu'on a bien généré nos clés privées de cette façon-là. Et donc, dans le protocole, si on a un moyen de vérifier que effectivement ces clés privées intermédiaires ont été générées correctement, et si il y a un mismatch, si à un moment la contrepartie voit que les clés privées de révocation ne sont pas générées correctement, il faut qu'elle ferme le canal parce que son système de stockage il va potentiellement pas marcher. Mais tout ça, ça permet de faire en sorte que le nombre de clés privées à retenir, il est logarithmique en le nombre de mises à jour qu'on a fait du canal. Et donc, ça, c'est très pratique. Ça permet de faire en sorte de ne pas avoir à conserver des mégas de données pour se rappeler de quelle était la clé de révocation qu'il m'avait envoyée déjà pour la transaction numéro machin, une fois qu'il a commencé à essayer de tricher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est compréhensible, mais c'est un système un peu intelligent pour faire en sorte qu'on n'ait pas à tout retenir, quoi. Et alors, j'avais l'image de l'arbre de Merkel à l'envers, parce qu'il faut imaginer que chaque clé privée qu'on compte utiliser, c'est une branche de notre arbre. Il faut imaginer un arbre binaire complet de 48 niveaux. Donc un arbre binaire, c'est un arbre qui commence avec une racine, puis qui se sépare en deux, puis après chaque feuille, chaque enfant de la racine se resépare en deux, etc. etc. Et en gros, au bout d'un moment, au niveau 48, on va avoir 2 puissance 48 branches, et donc chacune va correspondre à une des clés privées qu'on veut utiliser. Et en gros, le système qu'on vient d'utiliser là pour générer les clés privées fait que globalement, on ne doit retenir que les clés privées qui sont le plus à droite, entre guillemets, dans l'arbre. C'est-à-dire, en fait, on imagine que les feuilles sont classées dans l'ordre des clés privées qu'on compte utiliser. Et quand on veut se rappeler, quand on veut retrouver toutes les clés de la première à la énième, je sais pas, à la 100 millième par exemple, on va regarder dans l'arbre pour remonter jusqu'à la racine. Quand est-ce que on a une branche, quand est-ce qu'on est à gauche ou à droite du nœud au-dessus. Et en gros, on va pouvoir oublier on va pouvoir retenir uniquement ce qui est à droite. C'est-à-dire quand on est un ancêtre, quand on est à droite de notre ancêtre, on retient la valeur, et sinon, on ne retient pas, on sait qu'on va pouvoir retrouver depuis les nœuds parents. Et en gros, voilà, les niveaux intermédiaires correspondent en fait aux valeurs intermédiaires que j'obtiens dans la boucle là que j'ai décrite pour créer une clé, tout simplement. Et en fait, c'est juste une manière de visualiser cette boucle dans l'arbre, en fait, où on redescend en fait l'index, quand on l'écrit en octets, en bits,
sa valeur 0 ou 1 nous dit si on doit aller à gauche ou à droite en partant de la racine, en gros. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir savoir quelle clé privée utiliser, quelle partie utiliser pour pouvoir régénérer nos clés privées. Voilà, donc bon, ça c'est déjà, déjà, je pense que c'est assez compliqué comme ça. Mais je trouvais que c'était un système assez rigolo. Donc ça s'appelle la SHA-chain. Donc si jamais vous regardez le code de LND, je ne sais pas si dans Core Lightning c'est pareil, mais vous avez littéralement un dossier qui s'appelle SHA-chain, donc S-H-A et C-H-A-I-N, SHA-chain quoi. Et il y a une implémentation de ça. Et sinon, dans les spécifications, c'est décrit dans le Bolt 3. Voilà. Donc c'est une manière intelligente de compacter la manière de représenter les clés de révocation qu'on utilise. Et donc en fait, quand une contrepartie veut révoquer des transactions qu'elle a signées, eh bien, il faut qu'elle envoie les clés successives, en fait, et il faut qu'elle envoie à un moment les branches qui sont à droite, comme je disais, là, il faut qu'elle renvoie des fois plus d'informations sur comment elle a construit ses clés intermédiaires, en fait. Donc, elle renvoie, en fait, les racines, si possible, enfin, les nœuds les plus à droite dans l'arbre. C'est assez compliqué à décrire comme ça, donc je vais pas, je pense que je vais m'arrêter là sur ça. Euh, mais bon, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là, Sosten ou Younes, là, si vous avez des trucs à ajouter sur les canaux de paiement, parce que bon après, les HTLC, tout ça, je pense qu'on laissera ça pour le Space Cake sur le routage, parce que c'est encore un autre bazar quoi. Voilà. À noter que pour les HTLC, pour le coup, on a vraiment besoin de plus avoir de malléabilité ou d'utiliser des SIGAsh AnyPrevent absolument partout, puisque se repose le même type de problème sur ce qu'il y a des transactions intermédiaires. Donc, se repose le même type de problème de changement d'identifiant de la transaction. Euh, je pense une dernière chose qu'on peut dire, c'est des considérations un peu générales sur les canaux. Il y a le concept de, par exemple, ce qu'on appelle les turbo channels. Donc, en fait, un truc qui est intéressant, c'est que on peut utiliser le fait qu'on ait du routage sur les canaux qui soit possible et qu'on décrira plus tard. On peut utiliser les autres canaux pour faire en sorte de ne pas avoir à attendre les confirmations d'un canal de paiement quand on veut faire un premier paiement avec. Donc, si par exemple j'ouvre un canal de paiement, si Alice veut envoyer à Bob un Bitcoin, elle peut ouvrir un canal de paiement vers Bob avec un multisig qui contient un Bitcoin. Et puis Bob peut renvoyer ce Bitcoin vers un autre canal qu'il possède en faisant un circular rebalancing. Et il peut le faire immédiatement. Et s'il vide complètement le canal de paiement, et donc du coup tout le Bitcoin se retrouve du côté d'Alice, et bien du coup Bob n'a plus besoin d'attendre de confirmation pour être sûr d'être payé. Donc c'est assez intéressant de voir que ça peut s'appliquer à d'autres transactions on-chain. Donc ça on en avait discuté au BitDev hier un peu avec Sosten. Il y a aussi un truc qui est intéressant, qui est important, c'est que du coup, le canal, il y a une quantité d'argent qui va dans le canal qui est partagé entre les deux personnes qui ont créé le canal de paiement. Donc, c'est ce qu'on appelle la capacité du canal de paiement. Donc, par exemple, si je mets un Bitcoin avec Sosten dans un canal de paiement, on a un canal de paiement de 1 Bitcoin et le Bitcoin est de mon côté, mais je peux faire des paiements à Sosten, mais la capacité du canal, elle dépend de la valeur de l'ITXO que l'on partage et on ne peut pas la changer sans faire une transaction on-chain. Et donc, il y a eu un concept qui commence un peu qui existe depuis longtemps, depuis le début de Lightning, mais qui là aussi va peut-être prendre un peu plus d'importance dans quelques années, enfin bientôt, quoi. C'est le concept de splicing. C'est le fait de changer la capacité du canal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le splicing, comme c'est une dépense d'un multisig 2 of 2 vers un multisig 2 of 2, mais avec une valeur différente pour la somme. Donc en fait, il y a des fonds qui sont aussi redistribués aux membres du canal de paiement en fonction de comment ils voulaient changer la capacité du canal de paiement. Ce qui est intéressant, c'est que comme cette dépense, dans le cas d'un splicing pour sortir de l'argent de ce canal de paiement, ce qui est intéressant, c'est que cette dépense, elle se fait avec un multisig 2 of 2 et donc on peut faire confiance aux zéro confirmation puisque personne peut double dépenser cette transaction sans avoir la signature de la personne de l'autre personne et donc du coup un splicing qui sortirait de l'argent
du canal peut se faire en zéro conf. On peut sortir de l'argent en zéro conf, et puis après, on peut continuer d'utiliser le canal normalement pendant ce temps-là sans problème. Et maintenant, après, au niveau perspective, bon, là, j'ai beaucoup parlé des canaux qu'on utilise aujourd'hui, donc les canaux de Poundrija. Donc, et évidemment, il y a d'autres types de canaux dont on a déjà parlé qui pourraient exister avec notamment L2, qui changent le système pour retirer le système de punition et mettre à la place un système de correction. Et donc, au niveau des incitations, ça paraît moins bon, mais par contre, ce qu'on y gagne, c'est la symétrie des transactions. Donc c'est aussi un peu plus de sécurité parce que si jamais on broadcast une transaction qui n'est pas la dernière sans faire exprès, parce que ça peut arriver quand même, c'est pas grave, on n'est pas puni pour ça. D'autre part, le fait que ce soit un système de correction fait qu'on peut avoir une symétrie des transactions et ça c'est super intéressant pour des choses où il y aurait plus que deux personnes dans les canaux de paiement. Euh, Bon, évidemment, beaucoup plus proche, il y a Taproot qui a été activé. Donc, on pourrait faire des canaux de paiement avec Taproot. Alors, pour l'instant, ce qui bloque, c'est que Music 2 n'est pas encore complètement spécifié et en production. Mais du coup, voilà, on pourrait imaginer des canaux sur Taproot dans peut-être un an ou deux, on verra. Et le gros avantage de ça, c'est qu'on peut utiliser, on va parler des HTLC, mais on parlera aussi des PTLC, des Point Time Load Contract, qui sont possibles lorsqu'on utilise des canaux basés sur Taproot. Et notamment, un avantage, c'est que ça permet de faire, sans même utiliser forcément de routage, on peut faire des DLC, donc des Discrete Load Contract, en utilisant ce qu'on appelle les signatures adaptées, qui sont possibles sur Taproot aussi. Donc là, ça refait des choses super intéressantes pour les canaux. Donc ça, voilà. C'est bloqué par le fait que Music 2 n'est pas encore adopté, mais ça va avancer. Et puis enfin, je parlais du fait que L2 permettait de mettre plus que deux personnes dans un canal de paiement. Et donc, il y a eu notamment le concept de ce qu'on appelle les channel factory, donc les usines à canaux, qui sont en fait une façon d'ouvrir des canaux sans avoir à faire de transactions on-chain. Et donc, comment ça marche? Eh bien, c'est pareil. On fait un très gros multisig qui est géré via du L2 en général. Et on va ouvrir dans ce multisig, on va se créer des transactions, des sorties de transactions qui correspondent à des multisigs two of two entre des personnes qui sont dans la même channel factory. Et donc, ça leur permet comme ça d'avoir virtuellement des canaux de paiement sans jamais avoir eu à confirmer on-chain la transaction d'ouverture de canal parce que il n'y a pas besoin puisqu'elle est dans un multisig qu'on n'est pas obligé de diffuser, pour lesquels les transactions en zéro confirmation sont safe d'utilisation. Voilà, donc ça, c'est un moyen de faire scaler, passer à l'échelle avec le Lightning Network, puisque même Drija le dit dans le papier, dans son papier, en conclusion, même si on a le Lightning Network, ce ne sera pas suffisant pour que tout le monde puisse l'utiliser. Bon, maintenant, c'est une affirmation qui a son lot de polémique, puisque ça a été utilisé par les big blockers pour essayer de justifier que même le Lightning Network ne suffira pas. Mais les Channel Factory, ça pourrait être une très bonne solution pour ça. Je vois que tu veux dire quelque chose, Sosten. Ouais, c'est que par exemple, mais est-ce que par exemple, on y a, et voilà, et c'est comment Ok. ça marchait dans un TabScript En fait, ce qu'il faut te dire, c'est du coup, si on voulait faire ça, en fait, faudrait que nous 20, on donne une clé publique et ensuite on fait un multisig 20 et 20, quoi. Donc un multisig où il faut 20 personnes sur les 20 personnes. Et on crée une adresse pour ce multisig. Et ensuite, effectivement, on fait une transaction pour créer une UTXO à cette adresse. Donc, on peut, si on décide tous de mettre un Bitcoin dans l'assemblée pour faire cette Channel Factory, on prend tous un Bitcoin et on crée une transaction collaborative où on envoie chacun notre Bitcoin vers la même output qui est une adresse qui est un multisig 20 par 20. Et ça, c'est l'équivalent de la funding transaction, en fait, pour les Channel Factory. C'est une sorte de transaction de funding d'un truc qui n'est plus un canal de paiement, mais juste une espèce de coin pool, en fait. Donc, une UTXO partagée, mais non plus avec deux personnes, mais 20. Et en fait, une fois que tu as fait ça, après, faut que chacun puisse récupérer ses fonds. Donc, en fait, avant de faire ça, on va aussi créer une transaction qui dépense cette UTXO et qui redistribue l'argent aux 20 personnes correctement. D'accord? Ok. Et en fait, ça, on le fait avec L2. On le fait avec L2, et puis en fait, avec L2, on va pouvoir mettre à jour cette transaction. D'accord? On va pouvoir. Ok. Et
donc en fait, tu vas pouvoir redistribuer les fonds différemment. Donc ça, c'est une sorte de pool de paiement. Ça veut dire que à nous 20, on pourrait se faire des paiements sans jamais qu'ils aillent on-chain, en fait. Comme Ok, si on donc avait des canaux, en fait, ça c'est ça. de De Drija, du coup, c'est Drija, ça. oui. On appelle ça des multi-party channels aussi. Et donc l'idée, c'est d'avoir, c'est comme si à la place du réseau Lightning, donc le réseau Lightning, c'est des nœuds qui sont connectés avec des canaux, et ces canaux, c'est des genres d'arêtes. Bah là, faut imaginer ce qu'on appelle des hyper-arêtes dans la théorie des graphes. Enfin, c'est même plus des graphes, c'est des théories de hypergraphes, où tu aurais une arête qui couvre plus que deux personnes. Et la raison C'est ça. impossible. En fait, c'est ce que je disais, c'est le fait que les transactions ne soient pas les mêmes des deux côtés qui fait que c'est impossible d'avoir un système comme ça. Ok, ouais, je vois. C'est parce que C'est pour ça que le fait. j'insistais beaucoup sur le inversement versus symétriquement. Les transactions sont inversées, elles ne sont pas symétriques en fait entre les deux contreparties dans Lightning actuellement. On peut inverser. Voilà, ça C'est n'a ça plus de l'idée, sens. d'accord. Ok. Exactement. Et donc c'est pour ça que pour moi, L2, c'est une enfin, AnyPrevout, c'est une des soft forks les plus importantes. Et tu vois que même depuis 2015, on en parlait déjà, puisqu'on en parle dans le papier de Hmm. Drija. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on l'ait toujours pas? Et je S'il y a comprends chez pas. Nifred. Je pense qu'en fait, c'est juste que Segwit était plus, enfin, ça résout d'autres trucs, Segwit en même temps. Enfin, voilà, résoudre complètement la malléabilité de transaction, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, ça permet de faire les canaux Lightning, comme Segwit a plus de chances de passer, on va faire le Lightning Network avec Segwit sans AnyPrevout. Et du coup, on pousse pas pour AnyPrevout, puisque c'est déjà assez compliqué avec Segwit. Je pense que c'est ça la logique. Et Prevout, alors je me souviens plus, évidemment, fonctionne, mais n'a pas. Ouais, en fait, le plus gros problème, c'est si tu fais de la réutilisation d'adresse et que tu te mets à signer avec le flag AnyPrevout, ouais. Ah, ok. Bah ouais, parce que si du coup tu fais de la réutilisation d'adresse et que les wallets commencent à intégrer du AnyPrevout, bah évidemment, enfin, c'est littéralement prendre le bâton pour se faire battre. Ça veut dire que potentiellement, s'ils font des UTXO avec des scripts, ils font des UTXO avec des scripts identiques, donc déjà de base, ça va pas. Déjà de base, c'est de l'adresse reuse, donc c'est pas bien, mais bon. Mais en plus de ça, si les sommes sont identiques, si les conditions sont remplies pour qu'une signature qui a été faite dans le passé, elle soit aussi valable sur une nouvelle UTXO, parce que bah, on ne prend pas en compte le nom de l'UTXO et l'index UTXO, bah, du coup, tu te retrouves à avoir une attaque replay quelque part, une sorte de replay attaque sur des UTXO anciennes, enfin des nouvelles UTXO qui partagent des adresses d'anciennes UTXO qui ont été dépensées. XOA, en fait, je vais Ouais, signer ouais, et on va pouvoir. c'est ça. Après, il faut que les sommes matchent quand même, et c'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais, bon. Voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses. Enfin, normalement, tu n'utilises pas ça en permanence. Enfin, voilà, tu utilises toujours le flag de signature normal qui couvre la totalité de la transaction habituellement. Voilà, maintenant, je vois pas un monde où c'est vraiment dangereux de faire ça. Après, au niveau du consensus, au niveau du global pour tous les nœuds, il y a franchement pas grand-chose en termes de risque, puisque c'est simplement vérifier une signature, mais qui a été faite pas sur la même chose dans la transaction, quoi. Peut-être Ouais. des attaques, des DOS, je sais pas, mais même j'ai du mal à voir même une attaque de déni de service sur les nœuds qui utiliserait le fait que tu utilises des signatures qui sont AnyPrevout, je vois pas trop. Ce serait peut-être ça le risque, je sais pas. Voilà. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que une fois qu'on a créé ce multisig de 20 par 20, bah, on a une coin pool dans laquelle on peut déjà se faire des paiements les uns aux autres. Mais le truc, c'est que même si c'est bien pratique, un truc qui peut être embêtant, c'est d'avoir en permanence les 20 personnes en ligne, pouvoir mettre à jour les états de la coin pool, entre guillemets. Puisque à chaque fois qu'on va vouloir changer la distribution des fonds dans la coin pool, il va falloir que les 20 personnes soient là pour révoquer les transactions précédentes et signer une nouvelle transaction. Et donc évidemment, c'est compliqué. Et donc les channel factory, pardon, bah, l'idée, c'est de dire bah, comment on pourrait faire pour qu'une fois qu'on a créé une coin pool comme ça, on puisse ne plus avoir besoin de contacter les 20 autres personnes pour faire des paiements avec une autre personne dans la coin pool, mais avec qui je sais que je vais en faire plus. Bah, tu peux créer un channel dans la coin pool, quelque part. C'est-à-dire faire du L2 et créer une sortie avec L2 qui renvoie l'argent vers un multisig qui est partagé uniquement avec moi et l'autre personne. Et ça fait un channel du coup. Et en fait, même le système de Channel Factory est même un poil mieux que ça, puisque il y a même un système qui permet de faire en sorte où si jamais ma contrepartie triche sur un des canaux que j'ai fait avec elle dans la coin pool, eh bien il y aurait moyen de la virer de la coin pool.
je crois. Tout ça pour dire que voilà, c'est un moyen de faire scaler quelque part les coin pools si un jour elles se mettent à exister. Parce que bon, 20 personnes ça va, mais imagine une coin pool avec 100 personnes. Ce qui est vachement bien, c'est qu'au niveau de la privacy, tu mixes les fonds comme un gros porc, mais par contre, bah, il faut que les 100 personnes soient là si on veut faire le moindre truc. Donc bon, si on pouvait s'arranger pour créer uniquement des canaux entre si ces 100 personnes, elles se rencontrent uniquement pour acter l'ouverture de certains canaux, ce serait pas mal, tu vois. Juste ça, déjà, voilà, je sais pas. Ouais, non, brillant. Et après, tu peux même faire Un peu du lointain récursif. encore. Ouais, mais tu peux même faire du récursif où en fait, tu pourrais faire une coin pool dans la coin pool et dans cette coin pool interne, il y aurait des canaux, tu vois, genre, voilà. Enfin, tu peux commencer à faire des trucs de ouf, hein. Et bon, évidemment, après, ça devient encore plus dingue si tu commences à mettre en place du routage entre coin pools. Donc, imagine, tu as 20 personnes qui ont créé une coin pool, tu as 20 autres personnes qui ont créé une coin pool. Il y a une personne en commun entre ces deux coin pools, bah, tu pourrais peut-être utiliser cette personne pour faire un routage de paiement entre les deux coin pools pour payer quelqu'un qui est dans l'autre coin pool. Enfin, ça pourrait être imaginable. Voilà. Donc, Ok. bon. Voilà. Donc là, c'est des canaux multiparties au sens où il y a plus que deux personnes dans les canaux de paiement, mais on pourrait totalement faire ça et router des paiements. C'est juste qu'après, bah, ce qui est compliqué, c'est gérer les communications avec tout le monde. Voilà. Tous ceux qui sont dans ta pool de paiement. Donc Bah, voilà. j'ai un peu de taf. Ok. Ça Bah roule, écoute, c'est un plaisir, hein, toujours. comme d'habitude. Bon, Et la bon semaine prochaine, courage pour c'est. demain à ceux qui prennent les transports aussi, parce que bon, ça s'annonce sympathique, voilà. Mais c'est la grève, mais bon, c'est comme ça. Moi, je fais grève aussi demain. Ouais, moi Tous pareil. en grève. Voilà. Voilà, on se mobilise. À plus, Sosten, merci. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Et Salut. juste la semaine, c'est Ouais, ça. c'est ça, avec Antoine, et je vais voir si... Ah, ça va être cool. C'est lourd. Ouais, Et Sympa. donc la suite, ce sera peut-être. Ouais, ouais, sûrement. ouais, je pense. Le temps déjà que les gens digèrent, et puis s'il y a des questions sur Segwit aussi, parce que Segwit c'était un peu hardcore aussi, donc voilà, faut pas hésiter, hein, les gens. Voilà. Non, comparé à aujourd'hui, vache. Non, c'est vraiment pas facile. Après, là, la chaîne, bon, c'est pas grave si on n'a pas compris, hein, mais c'est rigolo de voir que ça a été pensé intelligemment, là encore. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Salut. Ciao, Ciao. Sosten, à plus. Je sais pas si tu peux partager dans le space la vidéo de Curious Inventor, Lounès. Ouais, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à Et peut-être si il y a des personnes plus débutantes qui écoutent en podcast, en rediffusion, il y a la formation de Fanny sur l'Académie Découvre Bitcoin qui est très bien pour commencer à comprendre les concepts de base de Lightning. Il y en a deux d'ailleurs, je crois. Il y a LN201 et LN202 de mémoire. Ouais, Ouais. j'ai pas regardé du coup, mais ouais, c'est Ben, c'est ces vidéos qu'il avait fait sur YouTube à la Ouais, base, il y a ouais. un an et demi. C'est laquelle, Ponta, celle de 21 Celle de 21 minutes, déjà, elle est bien, ouais. Celle de 1h17, bon, c'est un peu comme un Space Cake, mais un peu animé, quoi. minutes? Mais il y a les HTLC aussi dedans, dans le deep dive. Et Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, voilà, c'est ça, t'as partagé. Nickel. je les ai encore... Bon, donc les gens ont tout compris sur Segwit et sur les payment channels, c'est bon. Ouais, tu les as encore bien assommés, je pense. Ah ouais, c'est pas Mais ils facile, sont hein, encore j'avoue là, que ils c'est sont dur, encore hein. là. C'est beau. C'est pas facile, mais je pense vraiment enfin, j'ai beaucoup apprécié la vidéo, enfin la conférence de Drija où il explique comment il a eu l'idée de ce système de révocation des transactions. C'est riche d'enseignements, je trouve. Dire que ça part quand même d'une idée toute simple qui est de dire pourquoi je peux pas juste donner ma clé privée, quoi. C'est quand même assez beau, quoi. Moi, j'ai peut-être une question pour toi, Panta, mais je pense que Ouais, c'est un petit peu hors sujet. C'est plutôt adapté quand on parlera peut-être de routage. ouais, Mais il y avait eu une interview de Drija, je ne me rappelle plus où elle est, que j'avais vue, où il disait justement, il incitait vraiment les plebs à faire tourner un nœud Lightning, à gérer leur propre nœud Lightning, à être souverains sur leur paiement. Et on a un petit peu une communauté de personnes sur des grosses boîtes qui bossent autour de LN, qui ont fait plusieurs articles et interventions disant que non, surtout pas, les ouais. plebs, faites pas tourner vos nœuds Lightning, laissez-nous faire, vous ralentissez les paiements. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça et c'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que c'est encore un problème de communication et de simplification de ce qu'on veut dire qui est pas très bien contrôlé. Je pense qu'en fait, il y a eu effectivement un problème, c'est que en fait, les nœuds Lightning, quand on parlait de faire son nœud Lightning en 2020, c'était un peu les OG qui voulaient tester des trucs, quoi.
enfin 2019-2020, tu perdais de l'argent dans les force close de Lightning, quoi. Genre, tu perdais de l'argent. Tu te faisais pas de fric sur le routage. Enfin, je veux dire, le routage, de toute façon, tu peux pas vraiment te faire de fric sur le routage, hein. C'est impitoyable, c'est tellement impitoyable que si t'es un pleb, tu peux pas faire du fric sur le routage. Et en fait, les personnes qui essayaient en 2020, si tu veux, la seule incitation qu'elles avaient, c'était d'essayer de router des paiements. C'était pas encore utilisé comme des wallets, très peu de gens l'acceptaient, etc., quoi. Et donc, effectivement, les personnes en 2020, les implémentations des nœuds font le choix, à cette période-là, de faire des canaux systématiquement publics. Ça, c'est quand on parle de canaux publics, ça veut dire que le canal est annoncé sur un réseau, sur le réseau pair à pair de Lightning, qui est celui qui permet de diffuser les annonces et les fermetures des canaux, pour qu'on puisse les utiliser pour faire du routage. Et, euh, et donc, effectivement, tous ces plebs créent des canaux publics. Donc ça impacte le réseau de broadcasting qui est utilisé pour les annoncer. Parce que si beaucoup de gens commencent à changer les frais de leurs canaux, créer plein de canaux, puis ensuite changer les frais, puis en fait, ils sont pas très utiles, mais en fait, ils surchargent la couche pair à pair qui permet de propager l'information sur l'existence des canaux et leurs frais de routage. Et donc, effectivement, c'était pas très bon. C'est pas très bon pour le réseau. C'est pas très sain. Mais ça vient aussi du fait que les implémentations de nœuds faisaient le choix de faire des canaux publics par défaut. Et donc, bon, il y a eu effectivement cette période où c'était un problème. Et donc, en fait, aujourd'hui, maintenant, les implémentations de nœuds font plus le choix de faire des canaux privés par défaut. Donc, des canaux qui ne sont pas annoncés. Et quand tu as un canal privé, tu peux pas te faire d'argent, tu peux pas router avec. Enfin, il y a des cas très exceptionnels où tu peux router avec un canal privé, mais en général, tu ne peux pas. Pour le coup, un canal privé, le canal public, il n'a aucune garantie de privacy. C'est-à-dire, tu n'as pas de privacy sur les canaux publics dans Lightning, tu n'as de privacy que sur les canaux privés. Voilà, donc tout ça, c'était peut-être des plebs qui sont arrivés en se disant je vais me faire de l'argent en faisant du routage de paiement. La réalité, c'est qu'ils vont pas se faire d'argent. Ils vont juste rembourser les frais de force close qui vont leur arriver de temps en temps, d'ouverture et de fermeture des canaux, et ce sera déjà pas mal, quoi. Et il y en a peut-être beaucoup qui ont commencé à faire tourner des nœuds en espérant du rendement, parce que c'était la période aussi avec les défis des gènes, quoi. Mais il y en a qui ont peut-être. Le problème, c'est de promettre au pleb du rendement sur son nœud de routage. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon que quelqu'un crée un nœud Lightning juste pour gagner de l'argent dans le routage. Par contre, créer son nœud Lightning pour faire des canaux privés, pour pouvoir envoyer ou recevoir de l'argent facilement avec des canaux que tu peux, enfin, voilà, que tu essaies de trouver des gens avec qui tu as des canaux privés et puis des canaux, tu peux utiliser des serveurs de swap ou des choses comme ça, mais bon, voilà, le fait d'avoir son nœud Lightning pour recevoir de l'argent ou pour l'envoyer sans forcément chercher à router, ça, c'est pas un problème. Parce que tu peux faire des canaux privés qui ne vont pas surcharger le réseau de diffusion des canaux, parce que tu vas pas mettre de frais qui vont être annoncés publiquement. euh, donc, tu ne vas pas impacter l'état actuel du réseau public qui sert au routage, quoi. Mais en même temps, tu es souverain sur tes fonds. Et en même temps, tu reçois tes fonds instantanément et il n'y a pas de custody, et donc c'est très bien. Et donc, je pense que ça, il faut garder. En fait, ce qui est pas bien, c'est de faire son nœud Lightning juste pour avoir du rendement. Ça peut pas bien se passer, en fait. C'est pas terrible, quoi. Ça va pas le faire parce que tu vas pas faire de rendement déjà, tu vas pas être très utile et effectivement, tu vas surcharger le réseau de diffusion. Donc voilà, je pense que la bonne réponse, c'est ça, c'est de dire en fait, moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent ne faites pas tourner votre nœud Lightning. Je pense c'est bien de le faire tourner, son nœud Lightning, de l'avoir pour éviter la custody. Par contre, faut pas le faire pour avoir du rendement, quoi. C'est pas la peine. Ça va pas marcher. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que oui, effectivement, moi, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu as des entreprises qui se créent pour résoudre le problème de liquidité sur Lightning. Et évidemment, c'est inquiétant de se dire que on va devoir tous passer par des entreprises pour résoudre nos problèmes de liquidité sur Lightning. C'est quand même très très inquiétant sur la centralisation du réseau et tout ça. Euh, mais bon, voilà, j'ai de l'espoir quand même qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ces acteurs-là et que les gens peuvent quand même faire leur nœud pour être souverains sur leur fonds. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils cherchent à faire du rendement, par contre. Ça, c'est pas la peine.
ça va pas bien se passer. Je sais pas si ça te convient comme réponse, mais Carrément. Très très bien, merci. Moi, c'est ce qui m'embête un petit peu sur Lightning. bah ouais, non, mais c'est clair. En fait, le problème, c'est toujours le même. En fait, pour moi, fondamentalement, le plus gros problème que je vois, c'est la capacité entrante. On appelle l'inbound liquidity. Donc, c'est le fait que des gens doivent ouvrir des canaux vers toi pour que tu puisses recevoir de l'argent avec. Et pour l'instant, enfin, tout a été fait de manière. Enfin, si tu veux, les choix qui ont été faits de canaux ouverts par une seule personne, de voir que certaines implémentations Lightning ne cherchent pas trop à implémenter d'ouverture bilatérale. Euh, Moi, j'y vois quand même des gens qui essaient un peu de capturer la liquidité. Et voilà, c'est inquiétant. Mais voilà, c'est business is business, ils ont des choses à vendre. Mais ce serait bien de vraiment réussir à trouver une solution pour qu'on puisse se sortir de ça et être tranquille. Et je trouve que les coin pools, c'est une bonne solution parce que, en fait, dans le réseau Lightning, la liquidité entrante est systématiquement égale à la liquidité sortante. C'est-à-dire que euh, quand j'ouvre un canal Lightning avec un Bitcoin, avec une personne, je viens de créer de la liquidité sortante sur le réseau Lightning. C'est mon Bitcoin que je peux envoyer. Et je viens de créer de la liquidité entrante exactement égale à la liquidité sortante qui a été créée. C'est ma contrepartie qui peut recevoir un Bitcoin avec mon canal. Donc, à tout instant, la quantité de Bitcoin disponible en liquidité sortante est égale à la quantité de Bitcoin disponible en liquidité entrante. Et cette égalité est stricte, elle peut pas être violée, quoi, par nature. Et le problème, c'est que, en fait, on a beaucoup plus besoin de liquidité entrante que de liquidité sortante. La liquidité sortante, c'est l'argent qu'on a. Or, une personne ne dépense pas tout son argent comme ça. Enfin, c'est l'argent qu'on a, en tout cas sur l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le compte courant dans le cas du système bancaire traditionnel. Mais c'est les liquidités qu'on a et qu'on est prêt à dépenser. Et en général, on ne dépense pas tout. On en garde toujours. Donc, on est plus dans un besoin où on a plus besoin de pouvoir recevoir la liquidité que de l'envoyer. Et donc, bah, le fait que la liquidité entrante, elle soit limitée à la liquidité sortante, eh bien en fait, c'est un problème. Ça ne permet pas de répondre à la symétrie entre les deux. Et les coin pools, ça pourrait être une solution. Ou les channel factory, l'idée des coin pools, des multi-party channels, ça pourrait être une solution. Parce que si par exemple, on reprend mon exemple de coin pool avec 20 personnes, là, eh bien l'avantage c'est que si ces 20 personnes mettent toutes un bitcoin dans la coin pool fait 20 bitcoins de capacité. Moi, qui suis membre de cette coin pool, j'ai un bitcoin de liquidité sortante dans cette coin pool. Mais j'ai 19 bitcoins de liquidité entrante. J'en ai pas un, j'en ai 19. Donc j'en ai 19 fois plus. Et ça, c'est très important en fait. C'est ça qui est pour moi. Et enfin, c'est comme ça que les coin pools pourraient éventuellement résoudre le problème de l'accès à la liquidité sur Lightning. Parce qu'en fait, on pourrait voir plus de coin pools se créer entre groupes de personnes qui se font beaucoup de paiements, de préférence. Mais après, on pourrait interconnecter ces coin pools entre elles via un système de routage comme dans Lightning Network. Et du coup, on vient virtuellement d'augmenter les liquidités entrantes, en fait, de tout le monde. Même si, d'un point de vue mathématique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, bah oui, mais il y a 20 bitcoins dans la coin pool, il peut pas y en avoir plus. C'est vrai, mais d'un point de vue perception individuelle, il y a plus de liquidités entrantes de disponibles avec juste bah, le channel que j'ai créé via la coin pool, quoi. Donc bon, mais après, on voit quand même que ça ne marche que parce que t'es pas tout seul à ouvrir la coin pool. Donc en fait, ça va quand même de pair avec l'idée d'ouvrir, de faire des ouvertures multiparties, enfin multilatérales, quoi. Et pour l'instant, on n'a que des ouvertures unilatérales et il y a certaines implémentations qui n'ont pas l'air très ouvertes à l'idée des ouvertures bilatérales, enfin en tout cas qui rendent pas ça forcément simple. Donc c'est un peu dommage. Et c'est dommage surtout qu'on n'ait pas de spec pour toutes les ouvertures bilatérales pour l'instant. Donc bon, j'espère que ça va s'améliorer. Je sais que c'est aussi un sujet entre des développeurs Lightning qui réfléchissent, mais voilà, je pense que c'est vraiment très important d'avoir plus d'ouverture bilatérale à court terme déjà. Et puis après, à plus long terme, bah, quand on aura les coin pools, ce sera aussi très important de, dès le départ dans les coin pools, mettre la possibilité de créer des coin pools de manière multilatérale. Parce que comme ça, bah, ça fera plus de liquidité entrante pour tout le monde. Voilà. Parce que dans une coin pool aussi, on peut imaginer que dans la coin pool, il y ait toujours 20 personnes, mais que tout le monde n'ait pas un BTC à mettre dans la coin pool. On peut imaginer que, je sais pas, il y a une personne, elle met plus de 50% des fonds de la coin pool. Bon, bah, ça fait de la liquidité entrante pour plein de personnes.
au lieu d'une seule, ça fait de la liquidité en 30 pour plusieurs personnes. Donc ça reste quand même mieux, même si bon, bah, les fonds sont quand même concentrés parce que bah, voilà, la richesse, malheureusement, ne se répartit pas de manière uniforme avec tout le monde. Donc, voilà. Mais au moins, déjà, on peut essayer d'avoir ces. Donc, ça fait des genres de mini-banques, hein. Enfin, ça fait des genres de mini-banques communautaires. C'est genre un Fedimint, mais en mieux en termes de souveraineté sur les fonds, hein, ces histoires de coin pool. Mais bon, c'est pas Ouais, pour mais tout de suite, hein. y en a qui vont pas être d'accord, hein. Les 2-3 grosses boîtes qui chapeautent le truc. Bah, si tu veux, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est une question de l'implémenter. Je crois qu'il y a celui qui fait Herley, il a eu une grant pour justement travailler sur les coin pools. Après, c'est pas tant une question de boîtes qui sont pas d'accord, c'est plus une question d'adoption par les gens. Parce que après, comme je t'ai dit, le problème c'est que si tu as des coin pools comme ça, il faut que les 20 personnes de la coin pool communiquent régulièrement pour pouvoir régulièrement update les transactions en fonction des besoins, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça reste communautaire. Donc, il faut que les gens ils prennent cette habitude. Et alors, c'est là que je sais pas, euh, mais je sais, en tout cas, en Europe, on n'a pas trop cette culture de, ben, comme on a des banques, entre guillemets, on n'a pas trop besoin de faire ces banques communautaires, entre guillemets, alors que par contre, bah, il y a d'autres pays, et surtout dans les pays les plus, bah, justement, où il n'y a pas de système bancaire bien foutu, bah, dans ces pays-là, souvent, ils ont un système en fait de banques communautaires. Et pour ces pays-là, pour la population dans ces pays-là, ça peut être sûrement un concept très intéressant d'avoir une genre de coin pool pour pouvoir gérer les fonds. Mais après, Fedimint, lui, se place dans le cadre où on fait une custody et on gère les fonds à la e-cash avec un Chaumian e-cash. Mais on peut très bien imaginer que y ait aussi un truc comme ça qui soit en plus de la coin pool derrière. Enfin, après, tu vois, tu peux étager les choses plus ou moins, quoi, et dire que t'as vraiment le réseau Bitcoin qui fait le settlement final, quoi, et puis après, tu peux recréer des sous-systèmes à l'intérieur. C'est quand même, enfin, je trouve que c'est une belle idée. Déjà, ça scale bien, ce genre de choses, ça scale mieux d'augmenter la taille des blocs, et il y a moyen quand même de pas trop perdre en souveraineté sur les fonds. Mais tu vois, voilà, il y a un compromis à trouver en fonction des liens sociaux entre les personnes. Tu peux pas savoir à l'avance quelle est la bonne taille de Conpool, tu vois, pour les gens qui en ont besoin, quoi. Par contre, un avantage c'est la privacy sur les coin pools. Là, s'il y a des ouvertures, les ouvertures bilatérales, c'est très très intéressant pour la privacy. Ça, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est dommage que ça n'a pas été réfléchi plus tôt dans Lightning aussi. Parce que quand tu fais des ouvertures bilatérales, et surtout dans des coin pools, quand tu fais des ouvertures multilatérales, bah, tu fais un gros mixage en fait. C'est un bon gros mixeur euh, sans custodien, quoi. Donc c'est assez, sur la privacy, c'est aussi assez intéressant, quoi. Ouais, ça reste limité quand même en termes de mindset par rapport aux solutions qu'on a actuellement. Ah bah oui, c'est sûr qu'en termes d'annonce-set, c'est un peu plus limité. Mais bon, après, enfin voilà, faut toujours tout combiner, hein, mais si tu imagines que quelqu'un passe d'une coin pool à une autre, voilà. Et tu peux imaginer aussi des coin pools qui soient créés uniquement dans un but de mixage des fonds, quoi. Mais bon, voilà. Il y avait eu des histoires de concepts comme ça, de faire un genre de mixeur non custodial en séquestrant des fonds dans une UTXO tous ensemble et puis en essayant de les redistribuer de façon à ce qu'on puisse pas savoir, avec des dénominations, de façon à ce qu'on puisse pas savoir qui a repris ces fonds dans telle transaction. Parce que tu vois, genre, mettons que tu es une personne qui est 1 Bitcoin, un autre qui est 0,1 Bitcoin et une autre personne qui est 0,01 Bitcoin. Bon, ils vont pas pouvoir juste prendre leurs 3 UTXO, les mettre dans un multisig 3 of 3 of 3, puis après se redistribuer les fonds normalement, parce que bah on sait qu'il y en a un, il récupère un Bitcoin, il y en a un autre qui récupère 0,1 et un autre qui récupère 0,01. Donc après, il faudrait qu'ils redécoupent ça en UTXO plus petites pour résoudre le problème de la dénomination. Mais il y avait eu un papier comme ça où il proposait de faire une pile chaîne à partir d'un multisig euh, qui, qui est caché en fait derrière du musig, comme ça tu sais pas que c'est un multisig et qui redistribue les fonds et après il faut faire attention à la dénomination. Enfin, Ouais, c'est voilà. c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et merci aussi pour ta masterclass sur les channels de paiement, les canaux de paiement, pardon. Je commence à être Ouais. fatigué. Je vais devoir vous laisser, moi. Faut On que va j'aille s'arrêter là, je pense. faire ce que vous... Ah, on Ouais, s'arrête vu là? qu'il n'y a pas de Ok, questions, ça tout marche. ça, c'est pas mal. Tu veux que je fasse la conclusion? Allez, vu qu'on n'a pas d'intro, bah, si tu veux faire l'intro juste après. À l'intro aussi. Merci à tous d'avoir écouté ce Space Cake. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur vos plateformes préférées. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note sur ces plateformes.
Si vous voulez nous écouter en direct, c'est sur Twitter tous les mercredis à 21h30, le Space Cake. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!